par l'entreprise qu'ils ont lancée. Je vous en prie. Voilà, je vous remercie. You understand? All night. Beat the drums like an NPC. Allez, Stati pour la position. Les temps qui sont envoyés, double PDD, 7 carpes des Ramones, on va les Ramones par 3. Beat the drums like an NPC. Drums like an NPC. Voilà, donc je voudrais faire un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Alexandre. Merci beaucoup. Merci Jess de nous avoir invités. Comment ça va, Tude? Eh ben, ça va très très bien. On est bien. Je sais pas si le mot réussite te dit quelque chose. En tout cas, j'ai compris qu'on pesait. Et ça me plaît. Donc merci beaucoup pour l'invitation à cet événement. Merci d'être là pour nous écouter. Ça fait vraiment très plaisir. Tout à fait. Donc on nous a proposé de venir un peu parler de notre aventure. Comment est-ce qu'on avait commencé, se professionnaliser. Je sais pas si on est professionnel vraiment, mais on tenter de se professionnaliser peut-être. Et également, ouais, les notions de réussite ou d'entrepreneuriat dans le sport électronique. Et du coup, c'est vrai que quand on nous a proposé ça, moi je me suis dit, ok, bon, on a combien de temps quoi? Genre, effectivement, l'aventure elle a commencé il y a 5 ans et il y aurait, je pense, pas mal de choses à en dire. Ouais. Donc du coup, en fait, nous on a préparé une présentation sur ce qu'est le sport électronique et ce qu'est au gaming. Mais notre but, c'est vraiment de répondre à vos questions. Donc, parce que franchement, on pourrait en parler pendant des heures de gaming. Donc qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'on a fait? N'hésitez pas à nous poser vos questions et on y répondra sans langue de bois. C'est ça, on va essayer de faire... Donc du coup, en 2 temps, d'abord la petite présentation, bien sûr, et ensuite, n'hésitez pas à se poser des questions. Est-ce que du coup, il y a des gens qui, dans la salle, qui connaissent au gaming, si vous voulez lever le... Très bien. Ça permet un peu de cibler, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo, évidemment? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo et qui sont là vraiment parce qu'ils sont trompés de salle? Et est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le sport électronique? Genre sport électronique, qui connaissent pas trop Ok. Mais on a prévu une présentation pour toi. Et surtout, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question, n'hésitez pas à poser la question. Tout à fait. Nous-mêmes avant, on n'y connaissait rien. C'est ça, on découvre et c'est un peu symptomatique, n'est-ce pas, de notre aventure. C'est qu'en fait, on a commencé il y a donc bientôt 5 ans, en juin 2010, où je me rappelle, moi j'étais encore en Erasmus, j'étais à Budapest. Et Tude, donc Adrien, mon frère ici présent, m'appelle en disant « Alex, on va commenter du jeu vidéo !» Et probablement après une soirée trop arrosée. Et du coup, Maxime, un pote d'enfance qu'on avait aussi, qui avait dit voilà, j'amènerai mon micro pour enregistrer, pour la technique bien sûr. Et donc du coup, un projet vague de commenter et de mettre des voix sur des images de vidéo est devenu très concret quand on a eu le micro. Et on s'est dit ok, c'est du sérieux, on va pouvoir enregistrer, diffuser. Et à l'époque, c'était
l'essor de YouTube en 2010. Ouais, c'est ça. À l'époque, en fait, les youtubeurs n'avaient pas encore émergé, les Norman fait des vidéos, Cyprien ou les grosses chaînes musicales. Et du coup, en fait, sans le savoir, on a été une des premières chaînes YouTube à émerger et en quelques mois à devenir la première chaîne YouTube francophone. On se rappelle l'époque où on était devant Booba et devant Booba et devant Norman. Comment peser tellement lourd. Et non, mais sans... Et du coup, c'était une ancienne époque, quoi. C'était il y a 5 ans et ça a bien changé aujourd'hui. Et du coup, on a depuis donc 2010, au fur et à mesure, je dirais posé une brique après l'autre. Je propose qu'on commence par montrer. Oui, tout à fait. Ok, c'est ça. Du coup, on va vous parler un peu de sport électronique. On va vous montrer d'abord qu'est-ce que le sport électronique. Donc, qu'est-ce que le sport électronique? Voilà, question que tout le monde se pose. Surtout lui. Surtout lui, parce que vous le savez, mais les centres d'intérêt de la jeunesse aujourd'hui, donc le sport, la jeunesse s'intéresse au sport. Et la jeunesse, pour nous, ça va jusqu'à 30, 35 ans, enfin... Oui, c'est comme ça, je suis encore jeune. Donc... Et les sports, les jeux vidéo, les divertissements, voilà, de belles histoires. Et le sport électronique, en fait, c'est la symbiose de ces 3 aspects. C'est considérer le jeu vidéo comme un sport et un divertissement. C'est-à-dire avec ces athlètes qui sont idolâtrés, ces médias attitrés, ces histoires, en fait, comme on pourrait regarder, par exemple, pour nous, du catch. Alors, je ne sais pas si c'est un sport, le catch, mais ou alors du football, avec du drama, de l'émotion. Après, on a souvent tendance à comparer le jeu vidéo compétitif et le sport, et c'est vrai que c'est une association de termes qui peut faire beaucoup de sens pour certains, et pour d'autres peut être un petit peu, on va dire, chelou, dans le sens où il manque quand même la dimension physique. La dimension physique, la dimension aussi, le fait que les disciplines appartiennent à tout le monde dans le sport. Les règles du foot appartiennent à tout le monde, alors que les règles de FIFA n'appartiennent qu'à EA, quelque part. Et il y a comme ça des petites choses qui font quand même que c'est compliqué. C'est pas toujours naturel de l'associer au sport. Et c'est vrai que, par exemple, nous on considère que l'e-sport, c'est le sport non pas avec quelque chose en moins, non pas avec la notion physique et sportive en moins, mais plutôt quelque chose avec... c'est du sport avec quelque chose en plus, avec notamment tout ce qui est univers, tout ce qui va être l'univers féerique, par exemple, d'un League of Legends ou d'un StarCraft, où là il s'agit de batailles intergalactiques. Et donc du coup, il y a cette notion de fiction qui change aussi la donne et qui en fait, selon moi, quelque chose... c'est du sport avec quelque chose en plus. Ouais. On peut aussi comparer, souvent on compare le sport électronique au poker en fait. Vous avez probablement déjà vu des compétitions de poker. Est-ce que c'est du sport? Je sais pas, en tout cas c'est une discipline compétitive. Et ce qui est intéressant dans le poker, c'est que c'est une bataille intellectuelle. À mes yeux, c'est d'abord une bataille intellectuelle et pas physique. Et c'est pour ça qu'elle est passionnante. C'est parce que je pense que les gens veulent avant tout mesurer leur intelligence entre eux. C'est ce qu'il y a de plus noble en fait, de mesurer son intelligence face à quelqu'un, plus que ses capacités physiques, je pense, pour l'être humain. Et c'est pour ça que le poker, ça marche. Les compétitions de poker font énormément d'audience. Et les compétitions de jeux vidéo que nous, on fait, font vraiment beaucoup d'audience aussi parce qu'il y a énormément... La composante intellectuelle est très, très, très présente. C'est ça. Donc le sport électronique, c'est la professionnalisation du jeu vidéo, où on pourrait dire, par exemple, la Formule 1 de la voiture. Voilà, la Formule 1 de jeu vidéo. Quand on aime la voiture, quand on aime le jeu vidéo, on va aimer les gens qui vont pousser la discipline à fond, qui vont donc aller soit très très vite, soit être très très fort à un jeu. Donc c'est comparable, voilà, il y a des salles de spectacle, des commentateurs, des bars e-sport, et évidemment ces champions et ces modèles, Tony Parker et Stefano, même combat. Même notoriété. Même passif également. Du coup, on peut enchaîner, je pense. Voilà, bon, là, c'est les jeux que vous connaissez. Donc, alors, League of Legends, qu'est-ce que c'est? Non, je pense que vous savez tout. Vous connaissez tous ces jeux, je pense qu'on peut passer. L'audience, voilà, donc globalement masculine, hein, quand même, on ne se le cache pas. Mais qui est en train de se féminiser. Sur certains jeux, on note du 40% comme League of Legends ou Hearthstone, on note des ratios très très hauts de filles qui jouent au jeu et qui commencent à s'y mettre, des équipes pro qui s'y mettent également, mais pour le moment, on va pas se le cacher, c'est
un peu masculin pour le Ouais. moment. Et au niveau de l'audience aussi, c'est assez masculin, mais l'audience est en train de, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et comme les stats le montrent, l'audience cœur du sport électronique se situe autour de 30-35 ans. C'est-à-dire que nous, quand on rencontre des gens, honnêtement, on nous dit souvent les compétitions de jeux vidéo, c'est pour les moins de 18 ans. Tu vois. Quand nous, on va démarcher une marque, par exemple, et il s'avère que d'après nos statistiques à nous, qui viennent de YouTube et de notre web TV, actuellement, l'audience cœur, c'est 30-35 ans, et c'est une audience qui va vieillir et qui va continuer à regarder du sport électronique. Qui va mûrir. Et voilà. Non, clairement, c'est un phénomène social qui touche tout le monde. Le jeu vidéo, c'est 70% des gens, de toute façon, voilà, vous avez levé la main tout à l'heure, tout le monde joue aux jeux vidéo. C'est 70% des 12-70 ans. Et c'est 90% des tout petits, donc des 6-10 ans, c'est 90%. Donc demain, ou dans 10 ans, on peut imaginer une population complètement geek qui tout le monde jouera, c'est inéluctable. Passons. Alors il n'y a pas le graphe, c'est dommage. Si, il faut avancer encore un peu. Voilà, ça c'est le pognon. Voilà, on voit bien que ça monte. Non, c'est les courbes d'audience. Les courbes d'audience qui se comptent en millions de viewers. Donc pour que vous puissiez vous en rendre compte, la finale des Worlds de League of Legends 2014 a fait 20 fois moins d'audience que la finale de la Coupe du Monde de football. Donc pour l'instant on en est à 20 fois moins. Mais 20 fois moins, ça veut dire que ça devient comparable à un des events sportifs les plus suivis au monde, la Coupe du Monde de football. Et c'est en train d'augmenter, ça continue d'augmenter. Donc le sport électronique va devenir, nous on pense, un des 2 ou 3 sports, si on dit que c'est un sport, hein, mais les plus suivis au monde avec le football, quoi, dans les prochaines années. Ça c'est Chips, dans les font une hola. Et donc du coup, créateur de marque, donc ça c'est plus directement nous comment on voit un peu notre travail, notre activité, n'est-ce pas? Où on va trouver des marques, on va trouver des concepts, donc par exemple Iron Squid, qui est donc un tournoi de StarCraft, dont le champion est censé à terme et bien voilà, être une espèce de héros qui un poulpe de fer, voilà, qui agite ses mains sur le clavier bien plus vite qu'un poulpe, tout simplement. C'est lui qui a eu l'idée. Hein. Dis-le. Ah, très bonne idée. Non, mais voilà, donc League of Legends, voilà, des compètes qui existent, des compètes qui n'existent pas. Du coup, notre but, ça va être d'en faire ressortir les histoires, les émotions, et de le mettre en scène pour le diffuser au plus grand monde, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a tout part de la compétition. Donc, on parle d'un jeu compétitif avec des joueurs. Donc, la compétition, c'est quoi? C'est des arbitres, du cash prize, des joueurs, voilà, et une organisation. Tout part de la compétition. Il y a les compétitions que nous on produit et on s'appuie aussi sur des compétitions que nous ne produisons pas, mais dont on va acquérir les droits pour les diffuser. Un peu comme Canal+ acquiert les droits du football. Nous on acquiert les droits de compétitions internationales qu'on va diffuser en français. Donc tout part de la compétition. Ensuite il y a la production. Donc nous on fait de la production. En France on est en France, on est à peu près les seuls à faire ça, mais on a un équivalent en Allemagne, par exemple, qui fait un peu comme nous, donc une société qui acquiert les droits des compétitions et qui les diffuse dans une langue sur Internet. Et enfin, c'est distribué avec des technologies de streaming, en fait. Donc, à ce jour, il y en a 3-4, il y a Twitch, YouTube, Dailymotion, après, voilà... Et on va également monétiser du coup dans la boucle, voilà, pour déjà rémunérer tout le travail de prod en France, et après rajouter tout ce qui est en production value, c'est-à-dire qu'effectivement nous on se situe sur un entre-deux, entre le web depuis sa chambre avec une webcam, comme beaucoup de contenu est produit sur internet, notamment lié au gaming, et entre évidemment la télé ou les concerts de Lady Gaga. Tout à fait. Ce qui reste évidemment une référence. Et donc du coup on est entre les deux, et donc du coup on a aussi cette question de la monétisation qui se pose, puisqu'on utilise du matériel audiovisuel, des caméras, des TriCaster avec plein de boutons, et qui est du matériel qui coûte extrêmement cher, c'est normal, c'est du matériel télé. Et donc la question
de la monétisation sur du contenu gratuit est relativement central pour OGaming. Voilà. Donc ensuite, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on diffuse notre contenu principalement sur notre site. On va pas trop épiloguer dessus, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, donc ogaming.tv. Et c'est un site où on essaye de mettre un maximum de features pour favoriser l'interaction entre les viewers et nous, pour que le viewer ait une expérience de navigation intéressante. Donc il peut switcher, concrètement il y a différents flux, genre, on diffuse une compétition de StarCraft 2, en même temps on diffuse une compétition de League of Legends, en même temps une compétition de Hearthstone, etc. Il peut passer d'un channel à l'autre, il peut voter, il peut participer à des votes, à des sondages, il peut lire des articles en même temps, il peut accéder à l'agenda, bref. Un site qui met en avant notre contenu et qui fait donc 400 000 visiteurs uniques par mois. À peu près, c'est des moyennes. Ouais. On a tapé en 2014 3 millions d'IP en un an. Donc ça donne un peu une idée de l'audience. Ensuite, voilà, des chiffres. Hearthstone, StarCraft, League of Legends. Donc ça, par exemple, c'est les visiteurs uniques en bas, donc 700 000, 500 000. C'est modulo les techniques de calcul sur Internet, où il y a quand même des différences entre les façons de calculer les visiteurs uniques. Mais donc, ouais, sur League of Legends, en 2015, février, 700 000. Et là, on a commenté la finale, enfin, Chips et Noix, qui ont fait tout le boulot, Macapar, qui ont commenté donc la finale des playoffs de League of Legends, et donc qui ont tapé 270 000 uniques, je crois, sur la soirée. Donc voilà, c'est ce genre d'audience sur un contenu français. Il faut bien voir qu'évidemment en anglais sont des millions de gens. Par exemple, on se rappelle les IEM sur une compétition sur Counter-Strike il y a 1 mois et demi, qui a tapé le record en tout cumulé, toutes les personnes qui assistaient à la finale. Il y en avait pour 900 000 voire 1 million de visiteurs en même temps, donc c'était de viewers en même temps, ouais. C'est des chiffres qui dépassent la télévision, hein. C'est pas nécessairement les nôtres, mais ceux du secteur du sport électronique sont des chiffres qui sont colossaux, qui arrivent au niveau de la télévision. Nous, quand on fait une très grosse audience chez OGaming, donc ça va être dimanche dernier par exemple, 36 000 sur League of Legends, c'est des chiffres qui sont comparables à une chaîne de la TNT, à certaines chaînes de la TNT de temps en temps. Donc ça commence à être des audiences intéressantes, quoi. Ça touche pas mal de gens. Par exemple, est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont assisté dimanche dernier au final sur League of Legends? Si vous pouvez lever la main. Ok, donc il y en a dans la salle, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir 15 à peu près qui ont assisté à cet événement. Non, c'était fat. Et enfin, non mais Unicorn of Love bien sûr représente. Et donc passons, là, ouais, si on peut passer. Et donc après je crois que c'est le portfolio, donc voilà avec les petites vidéos. Donc voilà, ça c'est à peu près. On va pas, je pense, regarder toutes les vidéos. Non, une seule à la fin. Tu veux l'envoyer maintenant ou... Ouais. Ouais. Donc en fait, en plus de diffuser des compétitions, on organise nous-mêmes nos compétitions, comme on l'a dit au début. Pourquoi est-ce qu'on fait des compétitions? Déjà parce qu'on aime faire ça, parce que personne fait d'événements compétitifs en France et que nous, on pense que les Français veulent des compétitions sur leur territoire. Parce qu'on aime organiser des événements, nos casteurs s'épanouissent sur scène, ce genre de raisons. Et du coup, on organise des événements. On a fait 4 événements majeurs pour l'instant dans notre histoire. On a fait Iron Squid 1 au Grand Rex, donc voilà, il y avait 3000 personnes dans la salle. Slide suivante. Tales of the Lane au Casino de Paris sur League of Legends. C'est un événement qui a été crowdfundé, c'est-à-dire qu'on a dit voilà, il nous faut 100 000 € et on fait l'événement. On est passé par My Major Company et les gens nous ont donné 100 000 € pour que l'événement ait lieu. Donc en gros, si les gens ne s'étaient pas mobilisés pour nous aider, on n'aurait pas pu faire l'événement avec nos propres moyens financiers, mais grâce aux gens, il a pu avoir lieu. Et dans notre histoire, du coup, on peut s'attarder sur effectivement tout ce qui va être crowdfunding. Ça a été très important. Ça nous a permis, à certains moments, on n'avait pas forcément l'assise financière pour produire des choses nous-mêmes qu'on voulait produire. Ouais. Et on a fait appel du coup 2 fois à du crowdfunding, donc Tales of the Lane et les Nations Noirs. Au total, ça totalise 300 000 € qui ont été levés par crowdfunding.
Et c'est vrai que sans l'apport et le soutien de la communauté et des gens qui étaient motivés pour ces événements, bah, ça n'aurait pas eu lieu, ou alors pas de cette manière-là. Et dans la professionnalisation d'Alta, puisque c'est aussi le thème, on s'est souvent dit, bon bah voilà, on a une idée, comment est-ce qu'on la met en place? On a souvent posé les briques, on va dire, une par une, et parfois on a eu recours donc au crowdfunding, ce qui nous a permis vraiment de découvrir aussi une nouvelle manière de financer des projets, puisque quelqu'un qui va crowdfunder sa place, par exemple, dans un événement e-sport, il n'est pas juste en train de faire du pré-achat, il est beaucoup aussi en train d'acheter une autre expérience que juste celle d'acheter son ticket, de se pointer dans la salle. C'est de soutenir un projet que tu vois évoluer sur internet au day-to-day, donc il y a un côté un peu télé-réalité où tu vas suivre, tu connais les gens qui produisent l'événement, c'est comme si moi je connaissais le producteur de Johnny par exemple, et je le voyais galérer sur YouTube avec ses vidéos sur Instagram. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un affect, que tu connais vraiment les gens qui produisent la compétition, et tu t'engages beaucoup plus via le crowdfunding, et tu vas pouvoir avoir une expérience un peu plus backstage sur cet événement. Donc c'est un peu comme un laboratoire où on a testé plus de choses, par exemple avec les Nationwide, donc qui sont la slide d'après, je pense, ou celle d'après. Voilà. Mais voilà, dans le sport électronique et dans le jeu vidéo de manière générale, mais dans le sport électronique en France, la communauté est très 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 engagée à la fin que ce soit d'événements, de projets ou de contenu, mais à la fin de participer, surtout que ce soit financièrement ou juste sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est caractéristique en tout cas des fans d'e-sport francophones, c'est justement qu'ils ont envie de participer, d'apporter leurs briques, mais c'est peut-être de la génération, la génération Y. Tu as envie d'apporter ta brique et ta contribution à l'effort commun pour que le monde change, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, il reste encore quelques slides et après on vous montrera un peu une vidéo qui vous montre notre plus gros événement, comment ça rend. Voilà, c'est une vidéo qui dure 2 minutes. Ça, c'est la slide pour se la péter un petit peu. Voilà, pour montrer qu'on pèse dans le vidéo game. Riot Game, Twitch, c'est nos potos. Donc, ça, c'est les marques avec qui on a eu l'occasion de travailler. Et enfin, je crois, voilà, le récap. Le récap, donc au final, pour cette présentation, OGaming, c'est un événement, 60 000 billets vendus, des contacts sur les réseaux sociaux, un site et une web TV qui font une certaine audience. Donc maintenant, on va vous montrer une vidéo, si tu peux la lancer en régie, qui vous illustre le dernier événement qu'on a fait. Il y avait 4000 spectateurs dans la salle, le plus gros événement qu'on ait fait. 3, 2, 1. Il y a beaucoup pour Nasty, il peut passer tellement. Allez, c'est bon ça. Il y a des irréalités sur tout l'écran. Retirez les barres de vie. On capte rien. Voilà. Ah mais la conclave est meilleure maintenant pour DRG. Et en plus je pense que Nasty est en train de perdre sa B5 en bas. Allez, c'est sûrement la dernière fight, le fungle sur les infestateurs. Ah ouais, non, il dit pas GG. Il veut faire plaisir et c'est GG. Les jeux vidéo en France, 5000 personnes se déplacent, mais qui sont ces gens? Qui sont Profétude? Tous les jeux
d'unité. Est-ce que Live peut rester en vie? Alors, et là DRG qui est dans une mélasse pas possible. S'il n'arrive pas à infliger le dégât, il a perdu. Voilà, il y a de bonnes bases dans cette salle. Très bien. Du coup, ça rendait bien. Ok, donc on espère que cette présentation vous a plu et que ça vous a permis de cerner un petit peu mieux qui on est et qu'est-ce que le sport électronique. Et du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que nous, on est bavards. Hein. On peut parler pendant une demi-heure, mais on préfère répondre à vos questions. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'instant plus ou moins précis? Il va falloir leur donner un micro, oui. Je pense. Ça marche pas tant que par créneau. C'est vrai qu'on a y a souvent des gens qui nous disent mais pourquoi vous ne faites pas par exemple du CSGO, ou alors pourquoi vous ne faites pas certains jeux, et du coup on pourrait se dire effectivement il y a des jeux e-sport qui marchent comme je sais pas du Smash Bros ou Minecraft tout simplement, Minecraft qui pourrait représenter un créneau, n'est-ce pas? On pourrait se dire que ça pourrait être économiquement viable de foutre 3-4 personnes sur le jeu et faire des VOD. Nous, on a rarement réfléchi nos projets comme ça. Généralement, c'est plus une question de rencontre où avant de choisir un jeu et d'y mettre des gens, on va plutôt choisir des gens et faire sur le jeu qu'ils aiment. Ouais. Et on part du principe que il vaut mieux qu'un mec, même si il bosse sur un jeu qui n'est pas le plus connu, il vaut mieux qu'il ait vraiment la foi et la passion sur ce jeu-là, plutôt qu'il soit là par opportunisme en disant si je fais du Minecraft, ça fera des vues. Et donc du coup, on a rarement réfléchi par on va recruter 15 casters et on va bourrer des grilles. Après, Shadrood, oui, tu as toujours ta place sur la table de cast, bien sûr. Mais on essaye de recruter des talents parce qu'en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre audience, elle est quasiment dans l'intégralité bilingue en fait. C'est-à-dire que nous, on diffuse en français, mais il y a des streams, nous on appelle ça un stream, donc un stream c'est fait mais en anglais, qui sont anglais, et du coup, les gens sont bilingues. Donc en fait, si on veut que les gens nous regardent en français, la plupart des Français sont bilingues, il faut qu'on soit au moins aussi bon que les Anglais. Nos vrais concurrents à nous, c'est le stream anglais. Du coup, on a besoin d'identifier des casteurs talentueux. Donc un caster, c'est un commentateur de jeux vidéo vraiment talentueux. Donc, et vraiment, on va dire... Et motivé, qui soit capable de s'intégrer à notre équipe, parce qu'il y a un esprit d'équipe, de s'intégrer à un groupe. Par exemple, nous, on recrute pas mal parmi les gros youtubeurs jeux vidéo. Il y en a qui ont beaucoup de talent et beaucoup de charisme. Maintenant, ça c'est bien, mais... il y en a qui ont un peu le melon et qui vont pas être capables à s'intégrer à une équipe quoi, et à fonctionner efficacement. Donc c'est nos préoccupations sur le recrutement des casters. Et il faut bien voir aussi qu'il faut être hyper persévérant dans ce milieu. Il y a beaucoup de gens qui proposent des vidéos sur YouTube. Il y en a très peu qui au final vont percer ou émerger. En France, tu dois avoir peut-être une vingtaine ou une trentaine de youtubeurs, donc de personnalités, on va dire digitales, qui sont reconnus pour ce travail-là, et il y a des centaines de milliers de gens qui postent des vidéos et qui ne seront jamais connus du grand public. Et c'est surtout ça YouTube, hein, c'est 99,99% de gens qui aiment un sujet, vont poster une vidéo et la vidéo sera vue un peu et pendant un certain temps, quoi. Donc il faut beaucoup de persévérance et de travail tout simplement pour espérer à un moment donné atteindre un niveau de reconnaissance. Nous on a fait sur notre chaîne YouTube, là on en est à la 1000e vidéo qui devrait sortir d'ici quelques jours. En tout on a dû commenter peut-être une dizaine de milliers de matchs en 5 ans, sur toutes les compétitions qu'on a fait. Et il faut que la personne qui va tenir justement ce rôle-là sur un jeu, il faut qu'elle ait aussi cette capacité de commenter shit ton of matches, quoi, parce que c'est
c'est quelque chose qui se fait vraiment sur la durée. Nous, on cherche à s'associer avec des gens qui vont être là demain, donc qui continueront à commenter dans 6 mois, dans 1 an, qui continueront à kiffer ce qu'ils font, donc à garder la fibre qui fait que les gens voudront venir les regarder. Et c'est vrai que c'est des profils qui sont très très rares, quoi. Est-ce que... alors j'ai vu qu'il y avait d'autres questions, peut-être ici. Pour les WCS, l'équipe TV a diffusé donc les finales. Comment... Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous, ou est-ce que c'est vous qui avez cherché à faire diffuser les WCS sur l'équipe TV en fait? Ok. Une avancée par rapport à l'image du jeu vidéo aujourd'hui. Ouais, donc les WCS, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, les championnats du monde de StarCraft 2. C'est une compétition qui est organisée par Blizzard, par l'éditeur, et c'est une ligue annuelle sur StarCraft 2 qui est un des jeux, qui est le jeu que nous on commente, le jeu que vous avez vu à l'écran à l'instant. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire des partenariats avec des médias aussi grand public que possible, et là on a fait un partenariat avec l'équipe.fr. Alors, est-ce que c'est eux qui sont venus nous voir? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était mutuel. Il y a eu via des rendez-vous, on a entendu parler que l'équipe.fr était intéressée pour faire de l'e-sport, entre guillemets. De notre côté, on est allé les voir aussi pour autre chose à un moment donné. Finalement, c'est une discussion qui a pris quand même 8-9 mois. Hein. Avant, ça aurait pu se faire sur un événement antérieur, finalement ça s'est pas fait, etc., etc. Et au final, ils ont décidé de parler des WCS, donc de la compétition de Blizzard. Eux, ils y ont un réel intérêt, notamment pour leur site, pour leur trafic auprès des jeunes, auprès de leur cible. Et nous, c'est vrai que dans ce partenariat-là, c'était intéressant pour nous de mettre un petit peu le label l'équipe.fr, même si on ne sait pas s'il y aura vraiment, si l'équipe va se mettre vraiment dans l'e-sport et vraiment avoir des teams ou organiser des tournois. En tout cas, c'était intéressant pour, on va dire, le symbole et ce que ça représente pour beaucoup de gens. Et plus pour le symbole que vraiment pour le média en soi, parce qu'il y a, je crois, peut-être une dizaine de milliers de personnes qui ont découvert les WCS grâce à l'équipe. Ouais, en fait, quand on a commencé à faire des compétitions de jeux vidéo, on était en quête de légitimité auprès de ce genre de médias. On se disait, il faut que le sport électronique passe à la télé, il faut qu'il soit reconnu en fait, parce que c'est une des préoccupations de cette communauté, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte avec les années, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas vraiment nécessaire. Tu vois, le sport électronique, il existe déjà sur Internet, il a sa communauté. Et est-ce que vraiment, aujourd'hui, l'information est libre, quoi. Elle n'a plus besoin de passer par des grands médias ou des grosses chaînes de télé. Elle est libre sur Internet et elle est neutre. Est-ce qu'on a besoin d'être adoubé par les médias traditionnels? Nous, on en est de moins en moins sûr. Donc maintenant, on est très ouvert pour faire des partenariats avec des médias, mais on va plus tant les chercher que ça. Et aussi, on se plie pas trop à leurs exigences, parce que souvent les médias nous demandent des contreparties. Parfois, c'est une négociation. Donc nous, on pense que ce qui est bien avec le sport électronique, c'est qu'il a développé ses propres canaux de diffusion, ses propres moyens d'information, et du coup, on n'a plus besoin tant que ça des médias traditionnels. Voilà. Après, l'équipe, c'est bien vis-à-vis des marques. Par exemple, si on va chercher un sponsor, genre Lacoste ou qui tu veux, nos interlocuteurs sont souvent des gens de 50 ans qui connaissent pas nécessairement le sport électronique ou le jeu vidéo. C'est quelque chose qui va leur parler, tu vois. L'équipe, le Figaro, ça va les rassurer. Donc ça nous intéresse. Voilà. Dans le sens, est-ce que c'est des gens qui arrivent par opportunité ou c'est des gens qui le font de base, c'est ça? Non, est-ce que vraiment souvent les acteurs qui produisent l'e-sport le font que de l'e-sport, donc les grands médias traditionnels qui font du basket, etc., essayent maintenant aussi de produire l'e-sport? C'est une tendance, effectivement. On a parlé à effectivement des groupes, notamment liés au sport, qui
sont dans une problématique où aujourd'hui, si tu veux rajouter une compète de foot, c'est plus possible. Si tu veux rajouter une compète de tennis, c'est plus possible. Enfin, l'agenda des sportifs est déjà booké à l'année et les circuits sont déjà entre guillemets là, quoi. Donc, c'est des acteurs qui ont besoin à un moment donné de trouver d'autres disciplines pour développer d'autres circuits et s'étendre tout simplement vers ces niches-là. Mais oui, il y a de plus en plus, que ce soit des groupes médias ou des groupes industriels de manière générale, qui s'intéressent de plus en plus à cette production. Ouais. En fait, tout le marché voit le sport électronique comme un sport qui est en train d'apparaître et une opportunité de business pour beaucoup de gens, pour des groupes médias, pour des organisateurs d'événements. Enfin, c'est un nouveau sport qui est en train d'exploser et tout le monde a envie de se positionner dessus. Donc en ce moment, on en est à la phase la plus intéressante, je pense, du sport électronique. C'est le moment où les sociétés se rachètent entre elles, où il y en a qui font faillite, il y en a qui vont réussir à survivre. Enfin, on est au moment où en fait le sport électronique est en train de se structurer, dans la douleur forcément, mais c'est le milieu en train de se structurer, de s'organiser, quoi. Et c'est passionnant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sport électronique tel qu'on le connaît, les acteurs francophones qu'on connaît aujourd'hui, ce ne sera pas du tout les mêmes dans 12 mois et encore moins dans 3 ans. On sent réellement qu'on est dans le creux de la vague, entre guillemets, sur l'expansion du sport électronique. Et de par la taille et le nombre des acteurs qui se pointent, on sent que ça va changer rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici, par exemple? Vous avez laissé sous-entendre tout à l'heure que vous essayez encore de professionnaliser vos équipes. Mais qu'est-ce qui vous manque pour être vraiment professionnel? Très bonne question. En fait, à la base, on est un groupe d'amis, un groupe de 7 amis qui a eu une opportunité folle et qui a choisi de déposer des statuts et d'essayer de créer une boîte, mais aucun d'entre nous n'avait eu l'expérience de monter une société. Il y a plein de domaines de cette société qu'on ne connaissait pas, mais vraiment des process basiques, genre la communication par mail, mettre les gens en copie, des process extrêmement basiques en entreprise. Quand on ne les a pas expérimentés, quand c'est la première société que tu montes, je veux dire que tu fais beaucoup d'erreurs, et on continue à en faire. Et je pense aussi que qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque probablement des moyens après. Et de l'expérience. Je pense que ça s'acquiert. Prend beaucoup de temps. Cash. Ouais. Non, concrètement, nous effectivement, on essaie de s'améliorer de jour en jour dans la manière de bosser. Après, comme tu l'as dit, on est donc à la base une bande d'amis qui avaient tous une formation et des expériences pro qui. Adrien, il était consultant, on peut le dire. Consultant. Moi, j'étais plus dans l'audiovisuel, mais dans toute cette partie un petit peu semi-pro, semi-amateur, qui est après les écoles de cinéma et avant les feature movies. Disons qu'on avait des expériences, mais on avait donc Max, Georges, qui était l'ingé son de chez KTO, chez le catholique. Donc, grosso modo, un patchwork de compétences, on va dire. Et du coup, une belle bande de bras cassés, mais qui, au final, en cumulant nos compétences et ce qu'on savait faire, on a réussi à produire ce qu'on a vu sur les vidéos et tout. Après, voilà, moi, je pourrais jamais m'empêcher de me dire, à Run Squid 2, le tournoi qu'on a vu là en vidéo, pour nous, et par rapport à ce qui était prévu que ce soit, au début, quand on a pensé le projet, c'est peut-être 60-70% de ce qui était prévu sur cet événement. Après, c'est ce qui restera pour les gens au final, mais quand tu fais les choses, tu peux pas, c'est impossible de pas se viander quelque part. Il n'y a qu'en faisant rien qu'on se trompe pas, et surtout quand on essaye de faire les choses sans avoir recruté les meilleurs du marché, avoir un business model le plus carré du marché, et avoir la banque et je ne sais quel investisseur derrière nous. On y allait vraiment allé à poil sur ce projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit de business model ou quoi, on a juste dit bon, il y a une opportunité, il faut créer une boîte. Ah ouais, mais s'il faut créer une boîte, il faut payer des salaires. Ah ouais, donc du coup il va falloir faire rentrer du cash. Ok, comment on fait? Ok, on va essayer ça marche un peu, ça marche bien. Soit on améliore, soit on a essayé d'autres choses. On a changé 4 ou 5 fois de business model depuis notre création.
Alors, au début, on a testé donc pas de business model, comment ça marche. Ça a très, très peu marché. Ensuite, on s'est centralisé sur l'événement, donc la billetterie, des gros événements comme Iron Squid ou Tales of the Lake, où là ça marchait très bien, mais ça, c'était génial, c'est juste que toute l'équipe était cramée pendant 2 mois, parce que du coup toute l'équipe faisait que ça et c'était impossible de faire d'autres projets à côté par exemple. Donc c'était vraiment c'était rentable, hein. On a gagné un petit peu d'argent, mais c'était impossible de faire des choses en parallèle, donc c'était compliqué après pour être stable. Ensuite on a beaucoup misé sur les marques et les éditeurs, on a fait des opérations dites spéciales, on a bossé sur Assassin's Creed, on a bossé avec Asus, Razer, Numéricable, mais où là on se retrouvait dans une relation où pour bien faire notre job, il fallait qu'on satisfasse un responsable marketing, et c'était pas forcément compatible avec le fait de satisfaire une audience. Donc du coup, on en est un petit peu revenu, et aujourd'hui, on s'est un peu recentré sur le fait de faire du bon contenu, de le proposer à un maximum de gens, et on le monétise par exemple via les abonnements, la publicité sur Internet, qui sont cette fois-ci directement lié au fait de toucher le plus de gens possible, donc d'intéresser le plus de gens possible pour pouvoir rémunérer les gens qui participent, donc forcément dans une logique où c'est l'audience qui est centrale dans le business model, et plus on touchera de gens, mieux on fera notre taf en gros, et plus le business model marchera. Ouais. Donc non, c'est pour ça qu'on parle de se professionnaliser, c'est parce que on voit plus ça comme un chemin, on va dire, ouais, que vraiment comme bon, bah, maintenant je suis pro, j'ai ma carte de visite, c'est bon, je pèse dans le game, quoi. Et en fait, il faut savoir que personne, on n'avait pas de modèle en fait, c'est-à-dire qu'on a créé cette boîte et personne avant nous n'avait fait d'organiser d'événements e-sport à notre façon en France, et n'avait fait de web TV e-sport en France. Donc en fait, parce que quand tu as un modèle ou quelqu'un à qui te comparer, bah, c'est beaucoup plus facile. Mais nous, on pouvait se comparer à personne. Du coup, on a été obligé d'y aller par itération et de se planter et de corriger le tir à chaque fois. Et voilà. Et donc, on continue à se planter, à corriger le tir et à essayer de s'améliorer en permanence. Et aussi à réussir de temps en temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y. On y pense, oui. On y pense là maintenant tout de suite. Là. On y pense, mais pour l'instant rien d'annoncé. On voit, je sais pas, on en parlera publiquement. Mais c'est des réflexions concrètes, ouais. Mais c'est typiquement Iron Squid, donc le 3, le 2 a eu lieu en 2013, donc fin janvier 2013. Là on est en 2015, donc c'est plus de 2 ans plus tard. Et je pense qu'il y aura une bonne 3e année avant le 3, au moins. Voilà, ça c'est l'info, c'est pour toi. T'es content? Mais c'est donc ça prend du temps, ça prend énormément de temps, notamment l'éditeur. À l'époque où on a créé Iron Squid, il n'y avait pas les mêmes relations avec les éditeurs. Entre-temps, il y a eu donc Riot Games notamment qui a un peu ouvert la voie sur comment internaliser la relation organisateur-joueur professionnel, puisque sur League of Legends, les joueurs signent des contrats, donc des contrats d'exclusivité, et elles ne peuvent pas participer à un tournoi qui poperait comme ça s'ils le voulaient. Ils ont des clauses. StarCraft c'est un peu différent, mais il y a quand même une notion d'agenda que tu dois respecter, et où tu peux plus, comme ce fut le cas en 2012, tu dis voilà, moi je calme ma compète, c'est là, les joueurs m'ont déjà dit ok, donc il n'y a pas de problème. Là maintenant il faut en plus faire valider, il faut que ça rentre dans le plan de l'éditeur, il faut qu'il soit bienveillant vis-à-vis de ton projet. Il y a beaucoup d'étapes en plus qui relèvent même plus de la politique que réellement de l'intérêt ou la viabilité d'un projet. Et du coup ça complexifie pas mal le process, je ne cache pas. Mais ça se fera, et ça se fera bien, et c'est aussi ça, c'est qu'on a envie de faire aussi quelque chose qui... ouais. Iron Squid 3 sera forcément meilleur que le 2, donc il faut y mettre du temps, quoi.
Et toute la complexité du sport électronique par rapport au sport traditionnel, c'est que le jeu appartient à un éditeur. Et ça, alors que le sport appartient à une fédération. Et ça, c'est vraiment radicalement différent. L'éditeur, la plupart du temps, c'est une société qui est cotée en bourse et qui doit faire des bénéfices, quoi. En gros, je caricature un peu, mais c'est un peu ça le tableau. Et le jeu lui appartient. Donc en fait, quelque part, nous, en diffusant une compétition de jeux vidéo, ou en organisant une compétition de jeux vidéo, on est obligé de respecter les règles de l'éditeur. Sinon, il peut nous bloquer l'accès au jeu. Enfin, on n'en est jamais arrivé là, mais on doit inclure l'éditeur dans nos plans. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on est obligé d'entretenir de bonnes relations avec les éditeurs. On doit cultiver nos relations avec eux. Voilà, c'est vrai que c'est un peu politique tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce que vous pensez que le sport prend autant d'ampleur quand vous rencontrez au niveau d'événements, des chaînes télé, etc., en France ou dans d'autres pays? Même plus, hein. En Corée du Nord, en Corée du Sud, pardon. Ce serait marrant. Sur Pong. En Corée du Sud, c'est très très développé, notamment parce qu'il y a eu une politique de rendre accessible Internet, le haut débit, dès les années 90 ou 2000, je crois, par le gouvernement coréen. Et donc du coup, aujourd'hui tout le monde en Corée du Sud a un smartphone, une connexion, un 4G, ils sont hyper connectés. Donc il y a quand même un terreau, on va dire. Mais je pense que ça a carrément, en Occident en tout cas, le potentiel de devenir, mais à l'échelle d'un Super Bowl, sur le sport électronique, c'est en bonne voie. Ouais. Et il y a quelque chose qui s'est développé par exemple en Europe, mais qui ne s'est pas développé en Corée, c'est les bars e-sport. Et pour moi, c'est une communauté qui s'exprime. Tu vois, il y a des bars qui donc des bars e-sport en fait, c'est comme un bar qui diffuse des matchs de foot, sauf que ça diffuse des compétitions de jeux vidéo. Et ça, c'est un phénomène mondial. Il y a des bars qui sont en train de se lancer. Genre, il doit y en avoir 10 ou 15 en France. Et il n'y en a pas en Corée. Et il n'y en a pas en Corée parce que bon, c'est culturel, j'imagine. Mais en gros, voilà, le sport électronique est en train, qu'on le veuille ou non, est en train d'apparaître et de prendre part dans nos vies, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui regardent sur Internet, il y a des bars qui sont dédiés à ce domaine qui apparaissent. En Suède, il y a des menus McDo, McNaniwa, quand même. Il faut en parler. Donc c'est quelque chose qui va forcément se développer, il va y avoir de plus en plus d'événements en France parce qu'il y a du public pour ça. Il y a une communauté, il y a des gens qui s'intéressent à ce phénomène, donc il y aura plus d'événements, il y aura plus de bars, des lieux de vie et d'autres choses. Votre question là-bas? Comment vous vous basez au niveau de l'innovation? Parce que ce que vous avez fait, finalement, vous étiez la première web TV à sortir. On est d'accord? C'était de l'innovation. Ouais, je crois qu'on n'était pas la première web TV, mais... Ouais, et donc... C'était laquelle après? Non, je crois que Millennium, c'était avant au gaming. Mais on était la première web TV compétitive. Ouais. Comme ça, ouais. Au niveau de l'innovation, vous basez comment? Est-ce que vous avez des idées pour dépasser? Parce que là, on est sur l'évolution. Je vais voir avec vous l'innovation. Bah nous, on est en train de réfléchir à une manière effectivement de consommer autrement des programmes. Ce que la télé parfois peut labelliser la télé connectée. Nous, on appelle ça Internet. Et du coup, on est en train de continuer la réflexion sur justement qu'est-ce que ça veut dire que regarder et être acteur aussi d'un programme. Dans la... Bon, je peux pas trop dire, comme tu pourras t'en douter, mais en tout cas, voilà, on continue la réflexion, notamment au niveau technique. Qu'est-ce que un viewer ou un fan peut apporter à une émission et pas juste rester passif et recevoir le flux. Ouais. Donc ça, c'est au niveau de l'innovation, on est en train de plancher là-dessus. Les différents moyens d'interaction entre le viewer et ton émission, et on essaye d'avancer un maximum dans cette direction. Et au niveau de l'innovation, c'est surtout ça. Hein. Après,
Il y a toujours des choses à innover. Après, il y a des choses qui sont... Enfin, je ne sais pas si on crée vraiment, notamment dans l'événementiel ou dans la télévision, si on va vraiment créer des outils, créer des modèles. Mais ouais, à Unsquid 3, je kifferais des hologrammes, moi, personnellement. Ce serait stylé. On a peut-être le temps pour une dernière question, là. Oui. Est-ce que... Ouais, là-bas, en haut. Je n'ai pas entendu. D'accord. Ok. Ok, re-question. Ouais. Vous êtes passé récemment sur Twitch, maintenant c'est sur Dailymotion, vous streamez sur Dailymotion. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? C'est comme la plateforme un peu internationale du streaming. Pour des raisons financières. Non, c'est en fait dans l'outil de Dailymotion ou de Twitch, c'est deux choses généralement. Bon, il y en a plus. Mais en tout cas, c'est au minimum deux choses. Et juste pour expliquer aux gens ce que c'est que Twitch et Dailymotion, pour ceux qui ne savent pas, c'est... en fait, nous, on envoie un flux vidéo et son, et si on a 36 000 viewers, ça veut dire qu'on doit l'envoyer à 36 000 PC. Et nous, on n'a pas des serveurs pour envoyer ces flux, ni les connexions, ni les serveurs. Du coup, en fait, on va passer par un outil de streaming. C'est un partenaire à qui nous, on va envoyer un flux, parce qu'on a une petite connexion Internet, vidéo et son, et ce partenaire a des serveurs énormes et va les envoyer à des milliers de gens qui vont pouvoir suivre nos programmes. Et en gros, ce partenaire va balancer des pubs et on va faire en général, on va faire un revenu share sur les publicités, sur nos programmes. Par exemple, on balance des pubs et nous on prend une partie et le partenaire avec les serveurs prend l'autre partie des pubs, des revenus des pubs. Donc ça, c'est la technologie de streaming. Et donc exactement sur ce sujet, sur la régie publicitaire, même si Dailymotion avait un outil un petit peu plus embryonnaire, moins développé et surtout moins international, ils avaient une bien meilleure offre au niveau de la régie pub. Pendant longtemps, on est resté sur Twitch avec ces conditions financières un peu dégradées parce que l'outil Dailymotion était vraiment en dessous en termes de qualité et qu'on voulait pas... Enfin voilà, on doit avoir 400 000 € de matos audiovisuel aux locaux. C'est pas pour que ce soit dégradé avant d'arriver chez le spectateur parce que l'outil ne permet pas de garder la qualité. Enfin, autant streamer avec une webcam, quoi. Et donc du coup, on a vraiment privilégié la qualité un maximum de temps sur Twitch. Ensuite, on a basculé sur Dailymotion quand ils ont amélioré leur outil et ça devenait comparable. Et on a basculé parce que voilà. Les conditions financières étaient vraiment plus intéressantes. Et finalement, quand Twitch est revenu sur ses propres conditions financières récemment, notamment au niveau de la régie pub en France, où elle a fait des efforts pour que ce soit plus performant, bah, du coup on est rebasculé chez Twitch à ce moment-là. Voilà, tu sais tout maintenant. Ok. 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 Donc on vous remercie infiniment, c'était vraiment très très intéressant. Bon, j'ai envie de vous poser une toute dernière question. Enfin une toute dernière, absolument dernière question avant de devoir arrêter cette conférence. Vous avez parlé tout à l'heure que en France vous cherchiez les meilleurs talents pour pouvoir pour que les gens aient plus envie de venir vous voir pour que des streamers anglais. Donc dernière question sur laquelle on va finir, pour vous, qu'est-ce que c'est être un bon commentateur? Et on finira là-dessus. Lui c'est un bon commentateur. Non, bah... il y a le bon commentateur et le mauvais commentateur. Non, je sais pas ce que c'est. Probablement de savoir raconter des histoires, ouais. Je veux dire par exemple que la différence entre un commentateur anglais et un commentateur français, pour vous? La cravate. Ouais, en fait, nous, on peut se permettre, on va dire, une liberté de ton que les commentateurs anglais ne peuvent pas se permettre. Et... on a souvent échangé avec les commentateurs anglais parce qu'on se connaît, quoi, et ils nous disent, eux par exemple, sur un stream anglais, si un commentateur a un fou rire, c'est très très mal perçu et le mec peut se faire virer en fait. Et c'est comme ça, hein, parce qu'au-dessus de lui, il y a l'éditeur qui regarde le stream anglais et qui, franchement, s'il y a une remarque sur le commentateur, sur le fait qu'il a pas été sérieux, il perd son boulot. Alors que chez nous, c'est plutôt quelque chose qu'on encourage. Parce que déjà on est les fondateurs et on est des commentateurs à la base et on sait que si les commentateurs ont un fou rire,
ça va faire plus d'audience et en principe les viewers vont s'amuser avec les commentateurs, donc c'est positif pour l'expérience globale. Mais c'est vrai qu'il y a, pour les Anglais, il y a des règles beaucoup plus cadrées à respecter et parfois on les plaint vis-à-vis de ça. Non, c'est ça. Ok, donc merci en tout cas. Je vous remercie infiniment.